Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Léandre Bassoulé, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale HCROUN. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Président, vous avez fait votre école primaire entre 53 et 60 à l'école centre de Koudougou et à Nouna. Vos études secondaires au cours normal Antoine Roche de Wayouguia. Là déjà on a envie de comprendre, Monsieur le Président, Koudougou, Nouna, Wayouguia. Alors expliquez-nous un peu ce parcours. Merci, vous me permettrez d'abord évidemment de vous dire grand merci de me donner l'opportunité aujourd'hui d'échanger avec vous. Comme vous le dites, votre émission, je crois que son titre ne peut pas mieux s'appliquer qu'à moi-même. Je suis vraiment sur la brèche parce que généralement, voilà un sujet que vous abordez et qui va nous amener très certainement à parler de moi. Or, en la matière, je suis de ceux qui pensent que le jeu est haïssable. J'aime pas souvent parler de moi parce que je pense que ce n'est pas tellement ce qui peut intéresser les autres. Mais enfin, je crois que vous avez aussi des raisons de vouloir connaître un peu. Absolument, votre long et riche parcours. Merci. De Koudougou à Nouna, bien évidemment, Koudougou parce que je suis né à Koudougou. Même si mes parents sont de Réau, je suis né à Koudougou, j'ai grandi à Koudougou. Et j'ai commencé évidemment mon école à Koudougou. Contrairement aux jeunes de mon âge, je n'ai pas été à l'école à 7 ans. On m'a accepté seulement à 8 ans. Parce que j'étais court, j'étais petit. Et on estimait que, bon, on n'a pas, à l'époque, on ne jugeait pas de la maturité de l'enfant, mais de sa taille. Donc moi, j'ai eu un retard sur l'âge d'aller à l'école. Mais je suis resté quand même, j'ai fait les années qu'il convenait de faire à l'époque, de la 6e, du CP1 au CM2. Et puis bon, voilà que là, je passe l'entrée en 6e et le certificat d'études. Et bon, ça c'est une anecdote. À l'époque, j'étais allé rapidement voir un oncle qui disait l'avenir, qui m'avait prédit tout en bon. Et je suis venu. Il t'appelle le sable. Voilà, bon, cette année-là, contrairement à ce qu'il me disait, c'était capot sur tous les deux. Ni certificat d'études, ni entrée en 6e. Alors que vous avez prédit toute la réussite sur toute la ligne. Et moi, je me demande si je ne me suis pas endormi un peu sur ça. Et puis, entre-temps, mon père était ce qu'on appelait à l'époque un infirmier des grandes endémies. En fait, c'est ceux qui prenaient en soin les personnes atteintes de l'oncosarcose ou de la maladie du sommeil, etc. etc. Donc, il a été affecté comme chef de l'unité de la Tripano à Nouna. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Nouna. Et là, plutôt que de l'école primaire publique, papa nous a inscrits à l'école catholique. Donc j'ai fait la mission. Et c'est là que j'ai rencontré à mon CM2 un instituteur qui, des années plus tard, comptera beaucoup pour moi, puisque il a été finalement non seulement mon instituteur, mais je m'étais confié à lui et il a bien accepté d'être mon parrain. Qu'il repose en paix, c'est comme ça. Et cette année-là, j'ai fait l'entrée en 6e et le certificat d'études. Et cette fois-ci, bon voilà. Cette fois sans les prédictions. La prédiction de mon oncle, en fait, se réalisait. Et compte tenu évidemment de l'âge, nous avons été orientés plutôt au cours normal, parce que là, c'était aussi les plus jeunes allaient au lycée. Nous, notre âge déjà ne nous permettait pas d'aller dans un lycée. C'est comme ça que je me suis retrouvé au cours normal Antoine Roche de Wayouguia. De Wayouguia. Oui. Ok, donc Wayouguia, ensuite donc, vous poursuivez bien sûr le parcours au niveau du secondaire jusqu'au bac. D'abord, parlez-nous également quand même des conditions d'études à cette époque-là, parce que je le dis, 53, ça veut dire qu'on était toujours sous la colonisation. Oui. En 1960, les indépendances, avant donc la suite de vos études à Wayouguia. Parlez-nous un peu des conditions d'études à cette époque. Je dois dire que, évidemment, du primaire jusqu'en 6e,
c'est quand même des conditions qui étaient acceptables. Parce que comme c'était des internats, eh ben, vous quittiez, par exemple, moi mes parents étaient à Nouna, on m'envoie à Wayugia, mais nous étions logés, nous étions nourris, on nous donnait des tenues. Si bien que, voilà, ce regroupement créait un sentiment de fraternité, d'amitié et un lien qui soudait les différents pensionnaires de ces établissements-là. Parce que vous en avez qui venaient de tout le pays pratiquement. Donc on se retrouvait, ça construisait vraiment une amitié qui est allée au-delà du temps. Parce qu'aujourd'hui, quand je me rappelle, bon, peut-être qu'ils m'écoutent, j'ai encore quelques amis d'enfance du cours normal de Wayugia, par exemple Antoine Roche. Il y a un que je n'ai pas encore réussi à localiser à Ouaga, je sais qu'il est là, qu'il est à la retraite, que nous appelions si affectueusement le savant. Le savant est de son vrai nom, Kambé Didier. Et Kambé Didier et moi, nous avons fait le CP1 à Koudougou. Et depuis Koudougou, même quand je suis parti à Nouna et que on s'est retrouvé à Wayugia, Kambé Didier n'a jamais été deuxième de son... Il était toujours premier. Voilà. Et ça crée des liens. Et au cours normal de Wayugia aussi, je peux vous dire que j'ai fait le cours normal de Wayugia avec le professeur Sawadogo Laya, paix à son âme, le professeur Alain Nindawa et bien d'autres. Mais qu'est-ce que ça vous faisait d'aller à l'école du Blanc à cette époque-là? Bien, en fait, je crois qu'on n'était pas, on ne se préoccupait pas de cela. Je prends par exemple, au cours normal d'Antoine Roche, on avait les directeurs et tout pratiquement, hein, la plupart, enfin la grande partie des professeurs, nos professeurs étaient des blancs. Mais pour nous, ce qui nous intéressait tous, c'était surtout le savoir qu'ils nous apportaient. Et ça, c'était très important. C'était très important parce que, bon, à l'époque aussi, il y avait une sorte de compétition inter-établissement. Puisqu'à la fin, eh ben, au niveau national, on décernait des prix. Nous savons qu'à notre troisième, par exemple, sur le concours d'entrée à l'école normale, sur les 18 qui ont été retenus au niveau national, il y a 11 qui venaient de Wayugia. Et des 11 qui venaient de Wayugia, il y avait, je crois, si ma mémoire est toujours bonne, il y avait 7 qui venaient du cours normal Antoine Roche. Et le reste, il y avait le collège d'Orange Michel. Donc vous voyez, c'était surtout le travail qui nous intéressait. Évidemment, avec la progression, les choses ont quand même changé. Quand nous sommes venus en seconde, ce n'est plus la même perception, parce qu'à partir de la seconde, nous avons eu des camarades qui déjà, plus ou moins, s'intéressaient à la chose politique. Et je pose la question justement parce qu'il y avait le vent quand même de la décolonisation qui soufflait, voilà, avec un sentiment de rejet du colon et puis de remise en cause un peu de tout ce qui était valeur occidentale qui était donc inculqué. C'est ça. Et ça, à partir de la seconde, hein, de l'école normale, vous savez que nous avons vécu aussi, pas vécu seulement, nous avons pris part à l'insurrection qui a balayé le premier régime de notre pays. En 1966. En 1966. C'est le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire. Nous étions à la même place de la révolution aujourd'hui. Et nous étions, en fait, que ce soit les élèves de l'école normale, le cours normal de jeunes filles, Koronaba, le lycée Zenda, c'est nous tous, nous étions dans la rue ce jour. C'est-à-dire que déjà, la chose politique intéressait. On avait aussi l'histoire qu'on nous enseignait et tout, qui nous permettait de nous poser des questions réellement. Et ça, c'était quand même, je crois que ça a été un changement par rapport à la sixième jusqu'en troisième, où en fait nous étions plus... Vous étiez juste de bons élèves. De bons élèves. Là, on était de bons élèves, quelque peu turbulents, qui se posaient des questions et qui regardaient un peu comment les choses se passaient, qui osaient donner des avis sur la chose politique en fait. Personnellement, est-ce que vous n'avez pas été tenté peut-être à un certain moment, peut-être d'arrêter et de commencer à travailler? Parce que de ce qui nous revient à cette époque-là, rien qu'avec le CEP ou le BEPC, ben, l'administration publique vous ouvrait les bras. Oui, personnellement, bon, je dirais que, vous savez, à l'époque, par exemple, quand vous étiez admis à l'école normale, c'est aujourd'hui le Bogodougou, hein, vous avez deux possibilités. Vous allez à l'école normale et puis à tout moment,
Si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse plus, ben, vous rendez votre démission là-bas, mais immédiatement, vous avez un poste, hein, on vous reprenez dans l'enseignement. Bon, or, l'enseignement à cette époque aussi, c'était déjà quelque chose de bien, hein, parce qu'ils étaient bien rémunérés. Et nous, on voyait nos aînés qui sortaient, même en formation, ils avaient un certain niveau de salaire. Il y avait des pécules qui... Les pécules, ils achetaient les mobilettes Saks ou Zundap et tout. Bon, ça, c'était la vie, côté attractif de la vie. Donc, nous sommes allés et, bon, quelque part, nous avions ce sentiment que on n'a pas de raison de s'inquiéter. Si ça marche à l'école normale, ça va. Sinon, on va réintégrer l'enseignement parce que le cours normal, en toute façon, était préparé pour ça, pour fournir des enseignants. Et donc, de ce point de vue, oui. Quelquefois, pourquoi on n'est pas sorti, pourquoi on n'est pas... bon, parce qu'il y a quelque part aussi, il arrive un moment où il y a un défi, ça se présente comme un défi. Vous dites, repartir comme ça et intégrer l'enseignement, c'est bien. Mais est-ce que réellement ce serait bon pour ce que vous êtes? Ce n'est pas par manque de capacité, mais si c'est juste... Mais est-ce que vous aviez des ambitions précises, un peu de ce que, du futur du jeune Léandre Bassolé à l'époque? Ou est-ce que vous naviguiez à vue? Non, non, parce que de ce que nous avions comme enseignement, je pense qu'on a eu aussi, je crois, à l'école normale, beaucoup de professeurs et puis plus tard, hein, qui nous disaient en réalité un peu ce que nous souhaitions entendre. En fait, il y en a beaucoup qui n'étaient pas de beaucoup plus âgés que nous. Mais certains nous répétaient, bon, on n'est pas venu seulement donner le savoir. On veut être sûr que ceux à qui nous donnons le savoir, là, demain vont servir à leur pays autrement. Donc ça, je crois que ça nous édifiait. Et moi, personnellement, bon, jusqu'en terminale, hein, j'ai eu la chance aussi d'avoir un directeur de l'école à l'époque, et à son âme, qui est Ali Lankwane, le ministre de l'enseignement, que tout le monde connaît, éminent professeur de physique, qui était notre directeur à l'époque. Leader politique également. Leader politique. Et donc, vous voyez déjà que, bon... qui m'a vraiment pris en sympathie parce que en fait, je devais être sanctionné et la sanction qu'il m'a donnée, c'était de me dire dans son bureau, de lui à moi, écoute, bon, comme tu es turbulent comme ça, la punition que je te donne, tu vois, derrière moi, j'ai une bibliothèque. Et chaque semaine, tu vas venir et tu vas choisir un livre de ton choix, choisir un livre. Tu vas le lire, au bout de la semaine, tu viens, on en discute. Parce que moi, je les ai tous lus, ne crois pas que tu peux me tromper. Et tous, la plupart de ces livres-là, c'était des livres de philosophie. Et Ali Lankwane m'a expliqué qu'en réalité, lui, n'avait pas fait de mathématiques, il n'avait pas fait de série D ni de série C. Il a fait la philo à l'époque. Mais c'était un défi pour lui, parce qu'à l'époque, quand on parlait des autres, on disait qu'il n'a pas la bosse de mathématiques, il n'a pas la bosse de... Il s'est donné un défi, il l'a relevé. Et bon, voilà, le philosophe qui s'insère parmi les meilleurs physiciens du pays. Et c'est ainsi que moi, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la philosophie et tout. Et puis bon, finalement, d'ailleurs, hein, en seconde, ça marchait, parce que les mathématiques, on commençait à l'époque aussi les maths... les maths dures. Et bon, là, évidemment, la concentration et tout, ça n'allait pas. Et puis bon, donc moi, j'ai redoublé ma seconde, d'ailleurs, à cause des mathématiques, alors que c'est les mathématiques qui avaient fait que j'avais eu même l'entrée. Et puis après, petit à petit, vous avez découvert peut-être la fibre littéraire. Oui, je suis parti. Et en réalité, on se dit pourquoi... Après, je suis allé au centre d'enseignement supérieur, qui était l'embryon universitaire de l'université. En lettres modernes. En lettres modernes. Vous devez vous demander pourquoi j'ai choisi les lettres modernes. Parce qu'il y avait plusieurs options. Il y avait lettres modernes, il y avait anglais, et il y avait histoire, géographie, etc. J'ai choisi lettres modernes parce que bon, je n'avais pas beaucoup. Vous savez, quand nous avons eu le bac, je voulais partir. Je voulais être comme vous, hein. Mon premier choix, c'était d'être journaliste. Alors, nous avons passé le concours du CECI de Dakar. J'ai réussi au concours. Mais à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale
c'était un autre Lankwandé, Moïse Lankwandé. Il a vite fait de me rappeler que j'ai signé un engagement décennal et que c'est l'enseignement, c'est pas autre chose. Et qu'en me laissant aller, évidemment, le journalisme, c'est pas l'enseignement. Si vous partez au CESTI, vous êtes perdu pour l'enseignement. Je suis perdu. Donc j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai demandé à aller faire droit. On m'a répondu que c'est la même chose. Si je vais faire droit, c'est pas sûr que je revienne dans l'enseignement. Donc, le seul choix qui m'était donné, c'était de rester à Ouagadougou. Et à Ouagadougou, c'était ces filières qui étaient proposées. Je me suis dit, bon, ben, comme j'ai pris goût déjà à la chose littéraire et tout, je vais aller en lettres modernes. Et je me suis inscrit en lettres modernes. Un choix par défaut, est-ce que ça ne vous a pas un peu découragé? Non, en réalité, bon, comme on dit, hein, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. Je me suis vraiment donné aux lettres modernes et comme on dit, hein, j'ai trouvé quelque chose de passionnant dans les lettres modernes aussi. Et je me suis vraiment investi, des camarades avec lesquels aussi on travaillait, le professeur Jean-Pierre Guenguené, paix à son âme, c'était un très bon ami, on a cheminé ensemble et d'autres. Et finalement, nous avons quand même fait la licence à Ouagadougou. À Ouagadougou. Voilà. Et puis... avant de poursuivre donc en France, en France, à Bordeaux parce en l'occurrence. Il n'y avait plus de filière maîtrise. Donc, on nous a envoyé Bordeaux, ce n'était pas ça. Nous étions partis, Jean-Pierre Guengané et moi, pour faire linguistique. Parce que nous avons eu notre professeur Bakary Traoré qui vraiment nous avait intéressés à la linguistique. À la chose linguistique. Voilà. Et on nous a envoyés inscrits à la Sorbonne. Et nous sommes arrivés à la Sorbonne. Et à l'époque, évidemment, à cause de l'âge aussi, nous, on nous avait donné une bourse nationale. Ce n'était pas une bourse fac. Et la différence était de taille. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes allés nous inscrire. Mais le recteur de l'université a appelé l'ambassadeur de la Haute-Volta à l'époque. Il lui dit, vous avez de bons étudiants, ils sont inscrits chez nous. Mais très franchement et très honnêtement, à Paris, ils ne peuvent pas vivre avec la bourse que vous leur accordez. C'était insuffisant. C'était insuffisant. Il a demandé qu'on élève le niveau de notre bourse. L'ambassadeur a pris contact avec le pays. Le pays n'a pas voulu bouger, n'a pas voulu nous porter au même niveau que la bourse fac. Et donc, un matin comme ça, on nous réveille, on dit, bon, allez, apprêtez-vous, c'est Bordeaux. On vous amène à Bordeaux, vous allez voir ce que vous voulez faire là-bas. Ça veut dire que votre bourse vous permettait certainement de survivre à Bordeaux? À Bordeaux, oui, parce que bon, là-bas, à Talence, on ne payait pas la moitié de la bourse pour la chambre, et puis bon, c'était quand même plus acceptable. Nous sommes arrivés à Bordeaux, et voilà comment Jean-Pierre, lui, l'a choisi, Jean-Pierre Guengané a choisi de faire théâtre, et moi, j'ai choisi de rester en lettres modernes. En lettres modernes à l'université Michel Montaigne de Bordeaux 3, où vous obtenez donc la maîtrise. Et ensuite, vous poursuivez, vous obtenez le diplôme de l'Institut international d'administration publique et de Paris. Oui. Voilà, expliquez-nous également là, pourquoi vous vous retrouvez dans cet institut. Là, c'est intéressant aussi, hein, parce que quand nous sommes allés, la première année d'abord, écoutez, vous savez, nous sommes arrivés même à l'inscription. Il y a une dame, en fait, qui nous a posé la question brutalement comme ça, mais vous êtes sûr que votre niveau vous permet de suivre les cours de maîtrise ici? Bon, moi, j'ai quand même réagi en lui disant, écoutez, madame, enfin, la question, nous ne pouvons pas y répondre. Hein. Demandez à l'université de Rouen, parce que le CSUP ici était en fait en partenariat avec l'université de Rouen. Et tous nos devoirs venaient de là-bas. C'est eux qui sanctionnaient notre licence. Je dis, demandez à vos étudiants de lettres de Rouen s'ils ont le niveau pour s'inscrire en maîtrise ou pas. Parce que c'est le même diplôme que nous avons. Bon. Et là, à la fin de l'année, eh ben, nous sommes revenus avec les résultats. On a trouvé la même dame, on lui a donné. Et puis, bon, voilà, c'est que non seulement on était parmi les meilleurs pour la maîtrise, mais nos professeurs étaient tellement contents que, bon, moi, dans mon cas, par exemple, le professeur m'a dit, ah, vous savez, M. Bassolé, quand vous êtes venu, je n'ai pas apprécié vraiment à sa juste valeur la profondeur de votre sujet. Et si vous avez l'intention de faire un 3e cycle, ne changez pas. Reprenez, approfondissez dans quelques aspects et puis c'est fini. Bon, donc, on va voir. Entre-temps,
Je reçois une lettre de Ouagadougou qui m'affecte en fait, qui me notifie mon affectation au lycée Ouézin de Bobo. Comme enseignant. Comme enseignant. Bon, c'était votre engagement décennal qui me poursuivait. Mais là, bon, j'ai réécrit à Ouagadougou pour m'interroger. Je dis, je ne comprends pas. Nous sommes 10, hein, nous étions 10 de notre promotion de CSU pour aller en France. Alors, je ne comprends pas que ce soit moi encore qu'on choisisse, parce que là, nous sommes tous partis pour ça. Bon. Et que je ne comprenais pas, surtout que si c'est une question de difficulté, c'est certainement pas moi qu'il fallait aller chercher. Sur les 10, là, on pouvait en trouver. Ça a été rejeté. Et j'ai écrit à tous les ministères pour dire, moi j'ai fini une maîtrise de lettres, je suis prêt à revenir au pays et à servir dans n'importe lequel des ministères qui veut bien m'accepter. Et c'est comme ça que, voilà, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est un brin du destin. C'est votre étoile. À l'époque, il y avait en fait une situation au ministère des Affaires étrangères où on voulait envoyer des étudiants, des stagiaires à l'IAP, justement, l'Institut international d'administration publique de Paris. Et ça avait causé un problème au niveau des hommes politiques. Et finalement, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Dr Issoufou Konombo, avait demandé s'il n'y avait que les 2 dossiers. On lui a dit non, il y a beaucoup de demandes qui sont venues. Il dit bon, mais sortez tous les dossiers. Tous ceux qui ont demandé, il faut sortir. On ne va pas faire de privilégiés. On a sorti, il y avait 10. Et c'est ainsi qu'ils ont écrit à l'Institut pour dire que la Haute-Volta, le ministère était jeune et qu'ils avaient besoin de former ces 10-là, les cadres. C'est comme ça que mon nom s'est glissé dedans. Et puis bon, voilà, je me suis retrouvé. C'est le début donc d'une carrière de diplomate. En tout cas, après ça, vous revenez au pays. Oui. Vous entrez donc dans la vie professionnelle au niveau du ministère des Affaires étrangères. Là également, est-ce que ça s'est passé sans encombre? Le ministère, oui, je dois dire sans encombre, mais quand même avec certains points marquants. Parce que quand nous sommes rentrés, je me souviens, je disais en rentrant tout à l'heure à mon collègue que mon bureau était de l'autre côté, hein, ici. Vous voyez, c'était le cabinet du ministre ici. Au niveau de la télévision ici? Oui, le bâtiment qui est juste en face de vous, avec le directeur du protocole d'État qui était là-bas. Et moi, mon premier poste d'affectation, c'était au protocole d'État. Donc j'ai passé, je crois, 3 mois. Et puis, un beau jour comme ça, il y avait la rotation. Et je suis allé voir le directeur du protocole d'État. En fait, avant lui, mon supérieur, enfin celui qui me supervisait, qui m'apprenait. Et je leur avais dit que je ne me sentais pas au protocole, que je voulais changer. Et lui m'avait demandé, mais pourquoi? Je lui ai dit, sans vous offenser, ni sans offenser le protocole, il dit, je ne sais pas si vous connaissez un peu ma lignée. Moi, je suis un prince. Et le prince, le protocole, ce n'est pas ça. Alors, il s'est fendu de rire. Et puis, bon, j'ai dit ça au directeur du protocole d'État aussi, qui m'a dit, mais Léon, tu n'as rien compris. Le protocole, c'est pas seulement... Puisque moi, je disais, je prétendais que le protocole, bon, vous êtes dans une cérémonie, c'est lui qui court, qui ouvre les portières pour les autorités. Je dis, mais chez moi, si on va, on va dire, ah, le prince est réduit à ça. Ah, bon, donc il m'a expliqué et tout. J'ai dit, bon, c'est bien, je comprends. Parce qu'ils m'ont dit, on vous a fait venir ici parce que le directeur général est bientôt, sera bientôt à la retraite et on veut vous préparer pour sa succession. Il dit, c'est bien, merci, mais tout ça, ce n'est pas chose. Et donc, on m'a finalement laissé aller au ministère, retourner au secrétariat. Et là, on m'a envoyé aux affaires juridiques où j'ai fait quelques mois avec Bamba Dembon, qui était le directeur. Et ensuite, à la coopération internationale, qui était dirigée par Arba Diallo, avec comme adjoint le président Michel Kafando. En temps, Arba a été affecté, nommé ambassadeur. Le président Kafando est devenu le directeur général. Et c'est comme ça qu'il m'avait confié aussi la position de m'occuper de l'international, la coopération internationale. C'est comme ça que j'ai... C'était le début. C'était le début. D'une longue et riche carrière. Oui. En tout cas, vous gravissez tous les échelons au niveau du ministère. Ministre des Relations extérieures de 1986 à 1987. Nous sommes sous la Révolution. Vous êtes donc le ministre des Relations extérieures du président Thomas Sankara.
On va s'arrêter sur cette expérience. Quels étaient vos rapports à cette époque-là avec le président Sankara? Est-ce que vous étiez révolutionnaire dans l'âme? Non. Pour être honnête, ça dépend de ce qu'on met sous le vocable de révolutionnaire. Hein. Je pense qu'être révolutionnaire, ce n'est pas seulement... À l'époque, d'ailleurs, je le disais, hein, puisque si je vous dis un peu comment je me suis retrouvé nommé ministre des Relations extérieures, peut-être vous comprendrez. Moi, j'étais aux Nations Unies. C'est moi qui ai préparé, avec d'autres collègues, la visite du président Sankara aux Nations Unies. Avec le fameux discours. Avec le fameux discours qui reste quand même une anthologie, il faut le souligner. Et avec tout ce que ça posait comme problème, vous savez qu'à l'époque, bon, il avait son pistolet, il voulait rentrer avec. Nous avons, bon, finalement, il a accepté de venir sans et tout. Mais bon, voilà, c'est qu'après, quand à son départ, il avait dit qu'il était satisfait de son séjour et tout. Et puis quand il est parti, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à courir que dès qu'il va rentrer, on allait me rappeler parce que je ne suis pas révolutionnaire, etc., etc. Bon. Et le président Sankara est rentré. 2 semaines après, à l'époque, c'était les fax. Moi, je rentre dans mon bureau le matin et puis je vois un fax qui est tombé et qui dit que, bon, voilà, je suis nommé non seulement, je suis maintenu à New York, mais qu'on avait demandé pour moi l'agrément pour me nommer à Washington comme ambassadeur. Bon, à l'époque... Qui était quand même une promotion. Une promotion, mais bon, j'étais pas, à vrai dire, je n'étais pas très à l'aise parce que ce que j'ai fait comprendre après aux autorités, c'est que Washington, c'est le bilatéral. New York, c'est le multilatéral. Alors, on ne peut pas attendre de moi que je prenne les dispositions de mon pays, qui sont des dispositions extrêmement dures aux Nations Unies, et que le soir, j'aille chez les Américains, dans le bilatéral, et que je tiens quoi? Le même langage, et comment ça va se passer? Je trouvais que ce n'était pas, en tout cas de mon point de vue... Ça veut dire, d'une part, vous tenez le discours révolutionnaire de remise en cause de l'impérialisme. Et puis ensuite, il faut aller et tout. Bon. Voilà, arrondir les angles. Mais le président Sankara avait dit, bon, de toute façon, justement, il faut te dégoûter. Trouve le moyen, trouve ce que tu veux. Bon. Et donc, je suis allé. Et voilà, peut-être lui avait... Et puis, j'ai fait quoi? Je n'ai même pas fait 1 an. Hein, et puis, il y a eu le sommet d'Harare, des non-alignés. Et moi, je devais aller préparer ce sommet. Et j'étais à 2 jours de mon départ. Et puis, le directeur du protocole d'État m'appelle et dit, ah, camarade ambassadeur, j'ai bien peur que vous n'alliez pas directement à Harare. Le président vous demande de venir à Ouaga et vous allez aller ensemble à Harare. Bon, j'ai dit de dire au président qu'il faut que j'aille préparer sa venue. Parce que sinon, si lui, il arrive, rien que les dispositions et tout, il n'a pas voulu, on m'a fait venir là. Je suis arrivé, j'ai fait 4 jours. Le président ne m'a pas reçu, je ne savais pas ce qui se passait. Et un soir comme ça, un après-midi, bon, c'est une nièce qui vient, j'étais avec un ami aux affaires étrangères qui tape et qui me dit, vous avez écouté les informations, 16 heures, on a donné la liste du gouvernement. Et bon, mon ami dit, c'était le secrétaire général, ça va vraiment, mais et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais Léandre est nommé ministre des Relations extérieures. C'est comme ça que c'est. Vous n'avez pas été consulté auparavant? Non. Non, pas du tout. Et je suis sorti au ministère, j'avoue que je ne savais pas comment marcher, puisque tout le ministère avait entendu. Et en ce moment, ce qui était aussi chaud, c'est que j'étais nommé en remplacement d'un petit frère que j'apprécie beaucoup, Basile Guissou, qui était à l'époque le ministre des Relations extérieures, le professeur. Oui. Et vers 17 h, le protocole me demande d'être à la base aérienne. Nous partons pour Harare. En tant que ministre des Affaires étrangères désormais, voilà. Des Relations extérieures précisément. Voilà. Et nous sommes arrivés à Harare. Ça, c'est quand même bon à savoir. Et c'est au petit matin que le président Sankara m'a reçu. Et puis, bon, il m'a dit, voilà, je sais que tu te poses plein de questions, mais ainsi va la révolution. Nous-mêmes, on dit, nous sommes là pour servir. On ne demande pas notre avis. Nous estimons que vous êtes quelqu'un qui peut aider vraiment... Donc pas de débat? Pas de débat. Ensuite, fin tragique, bien sûr, de la Révolution, ouais. Octobre 87. Comment vous avez vécu cet épisode? Très mal.
pour être honnête, très mal, parce que je suis rentré de l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 octobre. Le 8 octobre. Donc, le 15, une semaine jour pour jour. Et pendant cette semaine, il n'y a que le 15 octobre que je ne l'ai pas vu. Donc, vous l'avez vu tous les jours jusqu'au... Tous les jours, on avait quelque chose à discuter. Il m'appelait pour des avis sur des questions données. Et ce 15-là, il y avait aussi, il m'avait dit, bon, tu viens me voir à 15h. Et à 12h, il m'a appelé, il m'a dit, écoute Léandre, j'ai une petite réunion au Conseil de l'Entente, je finis, je t'appelle et tu viens. Voilà encore, signe du dessein. Si le président Sankara m'avait dit, viens me voir au Conseil, je discute avec toi et puis ensuite, très certainement que, pas sûr que vous soyez je là, ne serai pas là à vous parler. Là aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui Ça a été une surprise pour vous? Parce que déjà à l'époque, les observateurs estimaient qu'il y avait des bisbilles au sein du CNR et qu'il y avait des clans. Non, de ce point de vue, surprise, non. Surprise dans le déroulement, dans le dénouement. Parce que je n'ai jamais pensé que, bon, ceux qui ont fait ce chemin ensemble pouvaient vraiment arriver à un tel dénouement. Ça, par contre, ça, c'était une surprise. Et, bon, voilà. Sinon, bon, quand même, en tant que ministre des Relations extérieures, même si je n'étais pas souvent au pays, j'avais des contacts ici et là. Bon, donc, je mesurais assez le climat. Les dissensions. Ouais. Ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, ambassadeur au Canada, en Côte d'Ivoire, de 86 à 95. Alors, quels sont les enseignements que vous tirez de cette grosse expérience diplomatique? Quand on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, où nous avons, en tout cas, le plus d'expatriés burkinabés, un pays avec lequel les relations n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Oui, c'est vrai. Je pense que ce long parcours m'a quand même beaucoup apporté. Au niveau personnel, je crois que j'ai appris surtout à l'humilité. Quel que soit celui que nous sommes, nous devons veiller à chaque instant de notre vie là, à mettre un peu d'humilité dans tout ce que nous posons comme acte. Parce que ça permet d'aborder les questions, même les plus difficiles, avec les autres. Abidjan, je prendrai par exemple ce passage à Abidjan. Abidjan m'a beaucoup apporté. Je suis arrivé à Abidjan, d'abord le ministre des Affaires étrangères à l'époque, il est encore vivant, Essi Amara, qui avait été mon collègue, parce qu'il était représentant aux Nations Unies. Et donc il m'a accueilli comme un frère, j'étais bien intégré. Et à l'époque, bon, c'était déjà pas facile pour les Burkinabés, ça je dois le dire, hein, parce qu'il y avait cette question de la carte de résident. La carte de résidence, ensuite l'ivoirité. L'ivoirité. Et ça, il fallait vivre avec. Et il y a eu beaucoup, ça a commencé déjà. Notre communauté a subi pas mal de violations de droits humains, posait des actes, et puis bon, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même parcouru, pas la totalité, mais en tout cas beaucoup de villages où résidaient des Burkinabés. Et à chaque fois que j'allais, je parlais avec eux. Je disais comment moi je voyais. Et au moment où j'ai été, en fait, je devais quitter Abidjan pour l'OUA, la période a coïncidé avec la mort du président Houphouët-Boigny. J'ai réuni tous les vieux et ceux qui avaient vraiment pion sur rue en Côte d'Ivoire, burkinabé. Nous avons eu une réunion au cours de laquelle je leur ai dit, vous savez, chez nous la sagesse dit que quand tu es sur une aire de danse et que le tam-tam vienne à changer de rythme, il faut que toi tu changes ton pas pour t'adapter, sinon tu danses comme on dit au hasard. Et je leur ai dit, Houphouët est mort, la Côte d'Ivoire ne sera plus comme elle avant. Ne sera plus la Côte d'Ivoire que vous avez connue là. Et faites attention, parce que en réalité, la vie que vous menez, les souffrances que vous subissez, elles viennent de vous. C'est vous qui allez vendre le frère, c'est vous qui allez calomnier le frère. Tant que vous ne cessez pas ça va vous rattraper un jour ou l'autre.
aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, je me rends compte des fois moi, que je ne reconnais plus. Qui disent, ah, ambassadeur, vous ne vous souvenez pas de moi? Je dis non. Ah, mais ce que vous nous avez dit là. C'était prémonitoire. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est quand même quelque chose de très fort aussi. Avec tous les autres parcours où, bon, ici et là, quand même, j'étais entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'Éthiopie et l'Érythrée, on va y venir, voilà. Parce que vous avez aussi une solide expérience diplomatique au-delà du bilatéral. Plus de 17 années d'expérience dans le domaine des relations multilatérales, Nations Unies, Organisation de l'Union africaine, représentant spécial du secrétaire général, chef du bureau de l'OUA au Burundi, 94-97, représentant permanent du Burkina Faso près de l'OUA, 97-2001, chef du département des affaires politiques à la mission des Nations Unies en Éthiopie, Érythrée, 2001-2007, directeur des affaires politiques, chef de cabinet du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà donc un CV long comme le bras, on oublie certainement d'autres épisodes. Quel est le secret de ce parcours-là, M. Bassolé? Ah, c'est vraiment difficile à dire. C'est difficile à dire. Est-ce que vous avez des longs bras? Est-ce que vous aviez de bonnes entrées? Non, non. Non, parce que si vous prenez tout ce parcours-là, on a commencé par l'OUA. Hein. Ma première expérience comme représentant spécial du secrétaire général de l'OUA au Burundi, ce n'est pas mon pays qui m'a présenté, non, c'est juste qu'il y avait une situation. Ahmed Salim, qui était alors le secrétaire général, il avait son représentant spécial au Burundi. C'était un pays en crise à l'époque. Un pays en crise. C'était après vraiment les événements que le Burundi a connus et tout. Et ce représentant spécial était un Sénégalais, Pape Fall. Et bon, je ne sais pas comment ça a été. En tout cas, les Burundais l'ont déclaré persona non grata, ils ne voulaient pas. Donc, Salim cherchait quelqu'un vraiment pour eux. Et c'est comme ça que, bon, lui-même m'a connu, mais pas vraiment à fond. En parlant à d'autres, à des amis et tout, apparemment, c'est mon nom qui est revenu, et c'est comme ça qu'il m'a contacté. C'est comme ça que vous avez donc entamé cette longue carrière sur le plan multilatéral. Le multilatéral, pour finir sur ces questions, avant d'en venir à l'actualité justement, aujourd'hui mise à mal, on a l'impression que le président Trump a donné le coup de grâce au multilatéral aujourd'hui et que les grands sommets ne servent plus à grand chose. C'est la loi des plus forts. Et avec une sorte de guerre froide permanente qui ne dit pas son nom entre les grandes puissances qui se font la guerre par pays interposés. On le voit en Syrie, on le voit ailleurs. Quelle est la lecture que vous avez de cette situation-là? Vous voyez, pour ce qui concerne justement les relations internationales, je pense qu'il y a eu des signes hein, que nous avons perçus, mais peut-être que nous n'avons pas suffisamment gérés. À savoir que les Nations Unies... l'objectif pour lequel elles ont été créées, nous sommes partis lentement mais sûrement dans une certaine dérive, où en réalité la cohésion internationale, le vivre ensemble international et tout, petit à petit a fait place encore à une sorte de reconquête du monde à travers les positions des uns et des autres et tout. Et nous avons été là, en fait, comme des objets qu'on utilise, etc., etc. Aujourd'hui, je suis désolé, mais je ne pense pas que les choses aient changé. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, souvent je dis, mais vous regardez, pourquoi il n'y a pas de... Comment on dit ça encore? Pourquoi il n'y a pas de PNUD? Pourquoi il n'y a pas d'UNICEF? Pourquoi il n'y a pas toutes ces institutions qui sont supposées aider là? Pourquoi ils n'ont pas de siège à Paris, à New York, au Canada? Pourquoi? Parce que ces pays-là n'en ont pas besoin. Et ces institutions qui sont chez nous, bon, peut-être que c'est très bien. Mais ces institutions, elles tirent leur financement de qui? Ce n'est pas elles qui génèrent leurs fonds, ce sont ces mêmes pays qui donnent. Et on ne peut pas s'imaginer simplement que ces gens veulent mettre donner de façon désintéressée leur argent là où leur intérêt n'est pas. C'est aussi simple à comprendre. Et moi, je le dis que j'ai eu quand même cette chance-là d'avoir fait les deux. D'avoir été sur la table de mon pays représentant. Bilatéral?
Et le multilatéral aussi, donc je peux comprendre. Depuis novembre 2017, M. Bassolé, vos talents de diplomate sont au service du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Vous venez de remettre votre rapport il y a quelques jours de cela au président du FASO. Voilà, donc on en vient à cette question de réconciliation nationale. Vous êtes au cœur du processus. Déjà, est-ce qu'on peut savoir quel est le point de que contient ce rapport-là exactement? Ouais, bon, ce Bien rapport, sûr, le rapport est long. Il est long. Combien de dossiers, par exemple, pour aller... Oui. Je crois que surtout ce qui est important, c'est de situer le rapport dans son contexte. Le rapport est un rapport annuel ce caractère d'annuel coïncide avec aussi la période qui avait été fixée par la loi au HCROUN. Le HCROUN a été créé et on lui a fixé une vie de 5 ans. Et nous sommes dans la 5e année. Et donc ce rapport-là, quand même, prend tout son sens. Parce qu'il est en même temps un rapport annuel, mais il est en même temps un rapport qui rend compte de ce que nous avons fait pour assumer les responsabilités qui étaient les nôtres pendant les 5 années. Et c'est ainsi justement que dans le rapport, vous verrez comment nous avons travaillé. Ce qui est important, c'est que nous disons, et je pense que le rapport le montrera, que nous n'avons pas cherché pendant les 5 ans à réinventer la roue. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de réconciliation au Burkina, le monument, la journée du pardon, etc. Donc nous avons essayé de répondre à un certain nombre de questions clés qui ont trait à pourquoi le premier essai n'a pas marché. S'il n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est en posant cette question que nous avons cru peut-être trouver des voies pour suggérer des formules qu'on peut exploiter qui nous mettent à l'abri d'un deuxième échec. Et ça en classant tous les dossiers selon les faits générateurs. Il y a quel type de dossier, par exemple? Il y a des dossiers de crimes? Il y a les dossiers de crimes de sang, il y a les dossiers de crimes économiques, et il y a les autres dossiers, par exemple, de biens détruits. Il y a la violence en politique, et tout. Nous essayons de mettre chaque dossier là où il faut le mettre. Si bien que quand vous prenez, on nous dit de 1960 à 2015, eh bien, quel que soit le dossier, si vous le trouvez, vous dites, s'il y avait un crime de sang en 1960 et un crime de sang en 1983, vous les retrouverez sous le même chapeau. Et cela vous permet de dire, en 1960, là, ce crime, qu'est-ce qui a permis de faire ça? En 2015, en 2080 ou 83, qu'est-ce qui a permis de faire ça? Ça vous permet de traiter les dossiers de manière... Est-ce qu'il n'y a pas de dossiers qui ont déjà trouvé des solutions? Qui ont fait l'objet de réparation, par exemple? Il y en a. Bon, et qui reviennent dans votre rapport? Si. Vous savez, comme j'ai parlé de la journée du pardon, et il y a des dossiers qui avaient été traités. Il y a certains qui ont eu réparation, d'autres, pour des raisons qui leur étaient propres, ont refusé de s'associer au processus, etc. Mais on retrouve les mêmes dossiers. Par exemple, des personnes qui reviennent avec leur dossier, pas forcément pour la réparation non plus, hein, il faut bien le comprendre, parce que quand vous les auditionnez, vous les écoutez, mais simplement pour la vérité, pour savoir comment ça s'est passé, par qui, pourquoi. Est-ce que le HCROUN a fini son travail? Non, il reste encore, je dois l'avouer, vous savez, c'est un processus quand même qui demande du temps. Nous avons encore quelques dossiers qui sont en cours de traitement. Et ce que nous disons, c'est que, bon, le temps malheureusement de la réconciliation, bien souvent, quand on voit en fait ce sur quoi il porte, avec toutes les souffrances, les plaies qui ont été causées, vraiment les traumatismes et tout, on comprend le fait que les victimes soient là et soient vraiment impatientes en fait d'en finir avec leur calvaire. Bon, mais en même temps, ça demande, à mon sens, qu'on prenne ces questions avec beaucoup de circonspection pour ne pas en rajouter aux douleurs et tout. Est-ce que le temps, ce n'est pas ce qui nous manque aujourd'hui? Est-ce que, parce que le président Kaboré a fait de ce processus la priorité, est-ce que vous pensez que d'ici 2025, on va véritablement
solder les comptes et aller véritablement les concilier. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible. Je pense que l'engagement du président nous fait croire que cela est possible. Mais vous voyez, encore une fois, la réconciliation, en notre sens, c'est un engagement individuel. Et ça, c'est très important. Parce que quand on parle de réconciliation, la question qui vient à l'esprit, c'est qui se réconcilie? Quels sont les acteurs de la réconciliation? Si on les connaît, pourquoi ils doivent se réconcilier? Comment ils doivent se réconcilier? Et à la fin, bon, c'est après avoir répondu à toutes ces questions que vous pouvez esquisser des solutions, des propositions qui, en fait, dont le but est de fédérer, d'amener ces personnes-là à se comprendre, à se parler, à s'écouter, et puis ainsi vient le pardon. C'est pour ça, justement, quand nous parlons du triptyque vérité, justice, réconciliation, c'est quelque chose qui a un sens. Mais quelle justice, M. Bassolé? Voilà. Vous voyez, en écoutant souvent les discussions les uns les autres, les gens se sont focalisés sur la justice transitionnelle, qui est en fait le triptyque vérité, justice, réconciliation. Mais en même temps, beaucoup pensent, en fait pas beaucoup, en termes de, si on prend le pourcentage, hein, que la partie vérité n'est peut-être pas essentielle, qu'on peut aller à la réconciliation, et puis bon, le reste viendra. Et nous avons l'impression que beaucoup oublient que le triptyque là n'est pas quelque chose que nous avons importé. On l'a vu en Afrique du Sud. C'est même pas en Afrique du Sud. Écoutez, regardez un peu dans nos communautés endogènes, parlant de tout ce que nous avons vécu quand même avant l'arrivée du colon, pendant sa présence et après. Nous avons eu des conflits. Comment ils ont été réglés? Donc vous pensez que nos ressorts culturels, traditionnels... nous disent déjà, nous parlent déjà de triptyque. Et là, je demande pardon si c'est vraiment le propos que je vais sortir peut paraître une... Je vais parler du triptyque là. Je prends simplement à témoin tous ceux qui ont été et qui ont été honorés par le Moro Naba, Sa Majesté le Moro Naba, d'une audience. J'espère que quand ils sont partis, beaucoup comme moi ont vu. Ils ont vu, quand Sa Majesté est assise là sur son trône, vous n'avez qu'à regarder, il y a bien écrit, hein, vérité, justice, réconciliation. Donc c'est un triptyque qui fait partie de nos coutumes, de nos valeurs traditionnelles. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons comme ça. Ça veut dire simplement que dans nos sociétés, vous ne pouvez pas être équitable en rendant justice si vous ne savez même pas sur quoi vous rendez justice. Ce n'est pas donc possible. La vérité d'abord. Absolument. Par exemple, certains estiment qu'aujourd'hui, la marche vers cette réconciliation est incompatible avec le travail de la justice classique. On a vu récemment donc, la mise en accusation, par exemple, de 14 personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré dans le dossier Sankara. Et certains estiment que c'est de nature à faire dérailler peut-être le processus de réconciliation. Oui, là encore, c'est une mauvaise interprétation. Parce que la justice classique et la justice transitionnelle ne s'excluent pas mutuellement. Parce que la justice transitionnelle n'a pas pour ambition ni pour mission de soustraire comment on dit encore, les personnes à la justice classique quand elles ont posé des actes délicieux ou des actes répréhensibles. Je souhaite que vraiment les gens comprennent cela. Parce que tous ceux qui ont des dossiers pendants en justice ou qui doivent être jugés, le HCOM ne se prononce pas, la justice transitionnelle ne se prononce pas sur ça. Non. La justice transitionnelle interviendra si ces dossiers, en même temps qu'ils étaient devant la justice classique, sont au niveau du HCOM. À ce moment-là, ils sont là pour une autre raison. Est-ce qu'ils y sont? Par exemple, le dossier Sankara. Oui.
Et ils sont là, mais c'est-à-dire que la raison pour laquelle ils sont là-bas, c'est simplement parce qu'on souhaiterait voir, après que justice ait été rendue, est-ce que réellement notre société, du fait que nous sommes une société de pardon et tout, est-ce que nous devons, pour une bonne fois, laisser au bord du chemin tous ces gens? Non. Est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'il y a une possibilité de regarder dedans pour voir comment on peut les aider comme les uns les autres, hein, que ce soit les coupables ou que ce soit les victimes, qu'est-ce qu'il pourrait être fait pour amener justement tout le monde à revenir ensemble. Et à solder le passif. À solder le passif, à reconnaître qu'on s'est fait du tort. Et puis ensuite, ceux qui savent la vérité aussi accepter. Mais ça commence par la vérité. Et la vérité nécessite certainement que ces gens puissent venir répondre. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous pensez que c'est l'opportunité pour ces gens aujourd'hui de venir et de s'expliquer pour qu'on passe à autre chose? Oui, là encore, bon, c'est vraiment un débat autour duquel ça tourne. Mais je pense que si je devais donner une réponse, vous savez, moi je me dis que dans ce genre de situation, c'est vraiment aux intéressés de juger. Si moi j'ai une opinion, vraiment, je la donne avec encore beaucoup d'humilité, parce que je me dis que quand une personne dans des situations comme ça est mise en accusation, il y a plus de raisons pour elle de communiquer et de dire ce qu'elle sait et de dire aussi sa part, de donner sa part de contribution plutôt que de se taire. Et de fuir la justice. Ce n'est pas de fuir, c'est-à-dire de se taire et de ne rien dire. Vous savez, nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Et ce que je dis, c'est que lorsque vous choisissez de garder le silence, vous voyez, c'est quelque chose qui va rester, puisque l'histoire va retenir ça. Hein. Et c'est-à-dire que vous marquez, vous laissez un héritage extrêmement lourd à votre descendance. C'est ça, parce que dans 100 ans, dans 1000 ans et tout, l'histoire du pays là-bas écrire. Vous allez retenir que voilà. Donc, vous avez emporté le secret dans votre tombe. C'est à ces personnes-là de juger de l'opportunité ou de ce qui est vraiment le mieux pour elles, pour choses. Quoi. Quelles sont aujourd'hui, quelle est votre collaboration aujourd'hui avec le ministre d'État Zéphirin Diabré, qui est en charge aujourd'hui de la question de la réconciliation nationale? À sa nomination, on se souvient d'ailleurs, certains estimaient que le HCOUN n'avait plus sa raison d'être parce qu'il y a un ministre d'État chargé de la question qui avait été nommé auprès du président. Oui, je pense que la création du ministère d'État, je le dis encore, quand cela est arrivé, j'ai été reçu par le Premier ministre, nous en avons discuté. Et au sortir de l'audience, j'avais dit en réponse aux journalistes que j'estime que la création de ce ministère d'État vient simplement rappeler aux Burkinabés toute l'importance que le président du Faso attache à la réconciliation. Parce que le ministère, le thème même, il n'est pas nouveau puisqu'il y avait un ministère délégué chargé de la cohésion sociale. Mais il a fait monter ça d'un cran pour en faire un ministère d'État qui plus est rattaché directement à lui. Bon, donc, on ne peut plus clair qu'il a vraiment un attachement très très fort pour ce thème-là. Est-ce que vous êtes complémentaires ou est-ce que vous êtes en concurrence? Non, je ne pense pas que nous soyons en concurrence du tout. Je pense que en créant le ministère d'État, le président il sait bien que le HCOUN existe, puisque c'est lui qui l'a installé, hein, parce que le HCOUN aussi a pris fonction quand lui il l'a installé officiellement. Donc je crois que il a tenu compte de tout ça, et ce sont des rôles qu'il a assignés au ministère d'État qui simplement, je pense, moi je vois plus en termes de complémentarité que de concurrence. Alors on va parler il nous reste quelques minutes quand même d'un événement majeur cette semaine, la disparition brutale du président tchadien, Idriss Déby Itno, qui a été donc, selon le communiqué des militaires, donc blessé au front dans la lutte contre la rébellion, et donc il a succombé à cette blessure. D'abord, comment vous avez
accueilli cette nouvelle qui est tombée comme un coup de massue? Ouais, oui. Ah, bon, j'avoue que là, c'est encore un sentiment tout à fait personnel et je ne sais même pas si, à mon niveau, il vaut quelque chose. Mais je me dis, c'est un président africain qui est tombé, qui plus est... Tombé au front, ça n'arrive pas tous les jours. C'est exact. C'est des circonstances qui vous interrogent? Oui, beaucoup. Et ce président, je crois qu'avec beaucoup de respect, n'est pas un étranger, je crois, pour les Burkinabés, ni pour beaucoup de pays africains. Vous savez, on dit souvent que le langage moré, ni sale capi. Voilà. L'homme n'est jamais parfait. L'homme n'est jamais parfait, c'est vrai. Mais quand on regarde cet engagement du président Déby, vraiment pour des causes africaines, je dis on ne peut pas rester insensible à ce qui vient de se passer. Même s'il n'était pas démocrate. Enfin, je ne sais pas, c'est pas... Il remplissait pour son 6e mandat, 30 ans au pouvoir. Oui, bon, mais après tout, le côté qui nous intéresse, parce que bon, ça ce sont les questions internes et tout. Il y en a dans d'autres pays où les choses se passent possiblement. Je ne porte pas de jugement sur ça. Je porte ce que je vois, comment je ressens ça, par rapport à sa relation avec notre pays et avec d'autres pays africains. Quand il s'est agi, à chaque fois qu'il s'est agi d'une cause africaine, il a été au front. On l'a vu donc avec la lutte contre le terrorisme, oui. Avec des soldats tchadiens qui combattent au Mali, exactement. Un bataillon déployé récemment dans la zone des 3 frontières. Ça aussi, on ne peut pas l'ignorer. Est-ce qu'avec sa disparition, vous craignez justement une remise en cause de cet engagement? Je souhaite que ce ne soit pas le cas. Je souhaite vivement qu'on puisse trouver le moyen de garder cette coopération interafricaine, parce que bon, la période est encore là et nous avons encore beaucoup de défis à relever en ce qui concerne la situation sécuritaire dans nos différents États. Beaucoup s'inquiètent déjà du départ éventuel du bataillon qui était déployé dans la zone des 3 frontières. L'autre inquiétude aujourd'hui concerne même l'avenir du Tchad, parce que avec désormais son fils qui dirige donc le pays au niveau du conseil militaire, le général Mahamat Idriss Déby, s'ouvre également une période un peu d'incertitude parce que l'opposition n'est pas d'accord, estime que la constitution n'a pas été respectée. Pendant ce temps, les rebelles continuent en tout cas de s'organiser, ils sont toujours sur le territoire tchadien. Est-ce que vous partagez cette inquiétude pour la stabilité de ce pays? Je pense que en fait, quand on voit ce qui s'est engagé comme débat autour de tout ça, je trouve que c'est normal, c'est tout à fait normal. Il lui était difficile de croire qu'une situation comme ça, avec les décisions qui ont été prises, va être saluée par tout le monde. Ça, c'est normal. Autrement dit, ce ne serait plus vraiment ce que nous connaissons comme partout, c'est comme ça. Hein. Il va y avoir vraiment ceux qui pensent que ça ne devrait pas se passer comme ça, ceux qui pensent que ça doit se passer comme ça. Mais l'essentiel, je pense, et ça c'est peut-être mon souhait, titre personnel, l'essentiel est que, au bout du compte, les Tchadiens ne s'enferment pas dans une tour de Babel où chacun parle une langue dans sa langue et où il n'écoute même pas ce que l'autre dit. Je pense que l'un dans l'autre... Le discours des militaires, c'est qu'il faut préférer la stabilité à la démocratie. Est-ce que les deux ne vont pas ensemble? Justement, je pense que sans stabilité, il n'y a pas de démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de stabilité aussi. Parce que la démocratie aussi, elle table sur ça. Il faut construire la stabilité. M. Bassolé, ça va être le mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Un rappel, madame, monsieur, l'invité ce soir est monsieur Léandre Bassolé, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale HCROUN. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.